La chose fondamentale, c'est la relance du marché de l'énergie. Et si toute la stratégie de Trump tenait dans cette phrase? Pendant que l'administration Biden fermait les robinets, Trump a réouvert les vannes du pétrole, du gaz, de l'hydrocarbure et fait plonger les prix de l'essence de 50% en un an. Coïncidence ou coup de maître? Menace de taxes à 200% sur les vins français, bras de fer avec la Chine et l'Union européenne. Est-ce du pur chantage, du chaos ou une vraie vision économique? Et quand il transforme les droits de douane en armes de négociation, entre 150 et 300 milliards de dollars viennent remplir le trésor américain, pendant que les usines sont rappelées à la maison. Génie stratégique ou bombe à retardement pour l'économie mondiale? Dans cette émission, on va décortiquer, chiffres à l'appui, comment Donald Trump utilise l'énergie et les tarifs douaniers pour redessiner le rapport de force global. Loin des caricatures, mais sans ménager personne. Restez avec nous. Vous allez voir que derrière les outrances du discours se cache peut-être la méthode de négociation la plus radicale de ce début de siècle. La chose fondamentale, c'est la relance du marché de l'énergie. Et ça, c'est fondamental parce que l'énergie, c'est ce qui fait tourner une machine économique. La première chose que Donald Trump a fait, les deux premières choses qu'il a fait, c'est de réouvrir à la fois l'exploration, l'exploitation et la production de pétrole et d'hydrocarbures aux États-Unis. Or, les États-Unis ont des réserves de gaz naturel, des réserves de pétrole qui sont énormes. C'est pas forcément les premières de la planète, mais elles sont considérables. Et l'administration Biden avait fermé la porte à cette production-là. À partir du moment où vous fermez la porte à cette production, vous déclenchez au passage, une pénurie, parce qu'il faut bien que le pétrole vienne de quelque part, on en a besoin, et deux, vous augmentez les coûts. Donc Donald Trump a stoppé tout ça, il a réouvert la machine économique sur le plan de la production d'énergie fossile. L'effet, il est double. C'est que, il y a une production d'énergie qui est là à disposition pour l'utiliser. Deux, ça fait baisser les coûts. Et si vous regardez le prix de l'essence à la pompe aux États-Unis, il a baissé de 50% sur un an. Donc déjà, relancer cette chose-là, ça permet de relancer la machine économique. Il a fait une deuxième chose. Il en a fait plusieurs. Moi, je vais en donner trois pour rester simple. La deuxième, c'est qu'il a éliminé un certain nombre de réglementations fédérales. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, comme l'Union européenne, vous avez des normes. Les États-Unis disposent d'un énorme volume qui s'appelle le Federal Register, dans lequel vous avez toutes les normes qui sont spécifiées. Et lorsqu'une entreprise veut se lancer, monter un marché, produire quelque chose, elle doit répondre à ces normes. Et en général, ces normes, ce sont des obstacles à l'initiative individuelle et à la créativité. Donald Trump a éliminé un nombre considérable de ces normes et il a empêché qu'on en crée de nouvelles, pour qu'on ne donne pas d'obstacles supplémentaires à la création d'entreprises. Ça aide considérablement l'économie. Et puis le troisième élément, on en reparlera peut-être en détail, ce sont les fameux tarifs douaniers. Alors justement, les tarifs douaniers, le président les a glorifiés lors de son passage à Davos. Il a même cité de nombreux groupes qui ont promis d'investir aux États-Unis. Est-ce qu'à l'heure actuelle, Gérald Olivier, on a une idée de ce que ces tarifs douaniers ont remporté, ont apporté au Trésor américain? Alors vous avez une bataille des chiffres. D'accord, et je ne dis pas que les miens soient plus exacts que ceux d'autres. On parlait, et on en parlait vous et moi avant cette émission, 150 milliards de dollars, c'est un chiffre de base qui a été produit par le Conseil économique de la Maison-Blanche, je pense. Donald Trump parle de 200 milliards de dollars, parfois il dit même 300 milliards de dollars, mais l'intérêt n'est pas là. Et ce qu'il faut comprendre, et si moi j'avais un reproche à faire à l'administration Trump et à Donald Trump lui-même pour sa première année, c'est qu'il a très mal, c'est rare, mais il a très mal expliqué la finalité des tarifs. C'est-à-dire que lorsque vous parlez tarifs douaniers, tout le monde comprend protectionnisme. Le protectionnisme, ça tue le business. C'est très simple. Parce que les gens se disent, ça sert à rien que je produise, je ne pourrai pas vendre, même si mon produit est compétitif ou concurrentiel, à l'arrivée, il va être taxé, donc je pourrai pas m'en sortir, donc je n'agis pas. Il s'agissait d'un rééquilibrage de la balance commerciale. Il s'agit de plein de choses. Il s'agit d'un rééquilibrage des termes de l'échange avec un certain nombre de partenaires. Il faut bien comprendre que du point de vue américain, c'est toujours le marché américain qui a été le plus ouvert et toujours les marchés étrangers qui ont été fermés. Si vous prenez l'exemple de l'Union européenne, par exemple, les Européens vous disent « mais nous n'avons pas de droit de douane sur les produits américains ». Mais si, il y a la TVA. Quand vous voulez exporter quelque chose des États-Unis vers l'Europe, au moment où ça rentre en Europe, il y a 20% qui sont ajoutés au prix du produit. Ça s'appelle pas tarif douanier, mais c'est une taxe quand même. Et bien Donald Trump n'aimait pas cette taxe. Donc il a dit « vous me taxez à 20%, moi je vous taxe à 25%. » Et puis on discute.
Et puis à l'arrivée, on parvient à un accord où on s'aperçoit que le tarif, il est tombé à 15. Tout le monde y a gagné. Si vous regardez la Chine, c'est exactement la même chose. La Chine est une économie exportatrice. Elle veut vendre à tout le monde, mais elle ne laisse personne venir chez elle. Et elle ne laisse pas les produits étrangers entrer en concurrence, je dirais, difficile à être égal parce que les coûts du travail sont quand même beaucoup plus bas là-bas. Mais la Chine, si vous voulez y investir, vous ne pouvez pas venir tout seul. Vous devez faire une joint venture. Vous devez vous joindre à une compagnie chinoise à 49%, et en échange du droit de travailler et de produire en Chine, vous devez donner à cette compagnie tout votre savoir-faire technologique, et de manière à ce que la Chine derrière puisse vous rattraper. C'est un jeu où on est perdant-perdant quand on veut pratiquer ce jeu-là. Donc, l'une des finalités des tarifs, c'est de rééquilibrer les termes de l'échange. Ça, c'est une première chose. La seconde finalité, c'est qu'en effet, comme vous le disiez, un tarif douanier, c'est un revenu pour le Trésor. Un produit rentre, il y a une taxe, elle est payée au Trésor américain, et au bout d'un an, on s'aperçoit qu'il y a 100, 150, 200 milliards de dollars qu'on n'avait pas en début d'année et qui sont là et qui appartiennent au budget et au Trésor fédéral et qui sont utiles. Et d'ailleurs, Donald Trump les a utilisés dans différentes situations récemment. Et puis il y a une troisième finalité qui est pour moi encore la plus importante, c'est de brandir la menace de tarifs suffisamment élevés pour que les compagnies étrangères comprennent que si elles veulent vendre aux États-Unis, elles doivent produire aux États-Unis. Et l'idée, c'est de faire venir les entreprises. Et ça fonctionne. Parce qu'une entreprise aux États-Unis, c'est de l'emploi pour les Américains. Et il n'y a aucun coût, je dirais, rajouté au produit, puisqu'il est déjà produit sur place. Et Donald Trump même, dans certains domaines, notamment l'automobile, favorise l'achat de produits américains. Aux États-Unis, si vous voulez acheter une voiture, vous achetez une voiture étrangère, une Toyota, une BMW, une Mercedes, eh bien, vous payez le crédit à plein pot. Vous achetez une voiture de marque américaine, construite aux États-Unis, c'est une semi-subvention. Ouais. Vous pouvez déduire les taux d'intérêt de votre crédit de vos impôts. Ça facilite quand même les choses et ça incite les gens à acheter américain. Et ce que Donald Trump veut, c'est favoriser l'industrie américaine. Donc les tarifs ont un rôle à jouer dans ce dessin-là. Simplement, les faits, on ne s'en rend pas compte immédiatement. Construire une usine, ça ne se fait pas en 24 heures. Il faut la localiser, la construire, la mettre en place. Par contre, sur le moyen et le long terme, l'effet ne peut être que positif. Alors certains observateurs pointent une décision de la Cour suprême actuellement en attente sur la légalité de ces droits de douane. Elle serait signe d'incertitude pour les entreprises. Est-ce qu'il y a un risque de voir l'administration fédérale rembourser aux importateurs les taxes déjà versées ? En tous les cas, il y a un dossier sur le bureau de la Cour suprême. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la Constitution américaine, ce n'est pas le président qui peut décider d'imposer des tarifs douaniers, sauf en situation d'urgence. C'est le Congrès. Les cordons de la bourse aux États-Unis sont contrôlés par le Congrès. Donc vous voulez imposer des tarifs, il faut une loi qui est discutée au Congrès, à la Chambre, au Sénat, qui fait des allers-retours, qui est ensuite, je dirais, signée et mise en pratique. Ça prend très très longtemps, et puis surtout, ça annule toute possibilité de négociation. Il faut comprendre que dans l'esprit de Donald Trump et dans la façon dont il procède, la menace d'un tarif, c'est d'abord un argument de négociation. Je vais vous taxer, les vins français menacés d'être taxés à 200% par Donald Trump parce que Macron s'oppose à ce que les États-Unis puissent annexer le Groenland. C'est une menace qui n'a débouché sur rien. Il n'y a pas de tarif à 200% sur les vins et les champagnes français, mais ça a été mis en avant par Donald Trump parce que c'est un élément de sa négociation pour convaincre les Européens d'écouter leurs arguments sur le Groenland. Et ça fonctionne. C'est ce qu'il avait expliqué dans son livre qu'il avait écrit il y a des années sur sa façon de faire du business, de taper très fort. Absolument, il faut taper très fort d'abord. Et en plus, il faut déstabiliser votre adversaire. Mais il faut toujours faire des menaces qui vont, 1, capturer l'attention, 2, déstabiliser, 3, mettre chez votre adversaire la réalisation, le doute. Ouais. Et puis l'idée que, si je me prends 200% de tarif, on s'en sortira jamais. Donc, il faut savoir aussi, bien entendu, avec Donald Trump, il faut savoir distinguer le discours de l'objectif. Il faut toujours garder ses yeux sur l'objectif et passer outre les outrances du discours.